Vous écoutez Le Parlementaire, podcast sur la politique québécoise, canadienne, américaine et sur l'actualité. Avec Cédric Fortin-Tremblay, Olivier Morin et Jérémy Nadeau. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue au 6e épisode du Parlementaire podcast politique. C'est Olivier Morin qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va très bien. Épisode spécial ce soir qu'on vous fait alors qu'on va parler d'un sujet qui est récemment revenu dans l'actualité, alors qu'on va parler de la liberté d'expression. On va faire un débat là-dessus parce qu'on sait que c'est le débat, c'est vraiment là, quelque chose qui est dans un débat dans les universités en ce moment. Mais avant ça, je voulais juste vous inviter à vous abonner si ce n'est pas fait à notre compte YouTube, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça est dans la description. Et également, je vous annonce une nouveauté. À partir de maintenant, donc du moment où vous écoutez cet épisode-là, il y a un groupe Facebook qu'on vient de créer qui s'appelle Le Parlement, qui est un groupe Facebook de discussion politique. Donc, tout le monde est les bienvenus. Vous pouvez venir jaser avec nous de plein de trucs. Toutes les instances politiques sont les bienvenues, donc on accepte tout le monde. Donc, c'est maintenant le temps de me pencher vers mes deux analystes et mes deux compagnons que vous connaissez bien. Premièrement, j'accueille Jay. Salut, Jay. Bonsoir Cédric, c'est un plaisir pour moi d'être... Cédric, Jay, c'est pas Cédric. c'est pas ça. Ben, en fait, je le présente d'avance, là, non? Oli, mon Dieu, ça va pas bien. Je suis tellement dans le débat que j'en viens oublier mes collègues. Non, c'est ça, en fait, c'est un plaisir pour moi d'être ici. J'ai hâte de faire valoir mon opinion et de débattre avec vous de ces sujets-là qui sont, ma foi, très importants pour la société actuelle. Et la deuxième personne, Jay vient de se planter, fait que ça, tu peux te présenter, tu peux me dire salut. Jay vient pas mal me présenter. C'est ça, Jay vient te présenter. Tout plaisir pour moi. Donc, on est de retour pour cet épisode-là ce soir après une longue période d'absence. Donc, les gars, je vais commencer en vous posant une question. La première question de base, je pense que je voulais vous poser, puis j'ai vraiment hâte de vous entendre. Pour vous, dans vos mots, comment vous interprétez la liberté d'expression en 2021? Je sais que c'est extrêmement complexe. Oh mon Dieu, ça commence bien, mais je veux vraiment vous entendre là-dessus. Je ne sais pas lequel qui veut commencer. Moi, je vais y aller en dernier, mais un de vous deux, allez-y, je vous lance la balle. Écoute, ayant volé le punch à mon collègue Cédric, là, je vais te laisser commencer cette fois-là. La liberté d'expression en 2021, c'est une lame à double tranchante, j'aimerais dire. Je vais faire un exemple là, avec Danny Turcotte là, qui a quitté l'émission parce qu'il a dit « Ouais, tout le monde en parle parce qu'il a fait une joke. » Si c'est vraiment rendu ça, la liberté d'expression, puis Mike Ward en Cour suprême contre Jérémy Gabriel. Mm-hmm. Mais tu sais, de côté, la liberté d'expression, c'est de pouvoir... Il y a une limite, mais on peut pas dire vraiment que la limite... Tu sais, ça dépend du contexte, ça dépend des affaires de même. C'est plus complexe qu'on le pense, la liberté d'expression. C'est pas que c'est ça, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas pareil qu'avant. Je peux pas dire que c'est pas pareil qu'avant parce que oui, si tu peux. Jay, vas-y, parce que là, ça, il y a pas mal de non, mais moi je résumerais le point de Ced comme ça. Je résumerais le point de Ced comme ça. Fondamentalement, il faut qu'on ait le droit de pouvoir dire ce qu'on veut. Sauf que. Pas faire de la haine ou. Même nous, c'est paradoxal parce que nous, on est en train de diffuser en ce moment, puis on sait qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Ouais. Puis la liberté d'expression, je dirais que c'est avant tout un contrat social. Je dirais qu'on va partir de ce principe-là. La liberté d'expression, avant tout, c'est un contrat social qui se veut que on a le droit d'exprimer son opinion. Parce que dans l'optique où on n'a pas le droit de le faire, c'est plus nuisible que dans l'optique où on a le droit de le faire. Exactement. Puis c'est souvent ça la réalité dans laquelle on est buté. C'est que oui, il y a plein de monde qui vont dire de la merde, puis encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puisque littéralement, il n'y a pas 7 milliards, mais pour le bien de la cause, on va dire qu'il y a littéralement 7 milliards de personnes qui ont accès à une opinion, plutôt à l'expression de leur opinion. Ils ont toute une vitrine, ils peuvent tout le dire. Ça dépend du pays dans lequel on se trouve, bien sûr. Je suis pas sûr qu'en Russie, je suis pas sûr qu'Alex non, c'est ça. En Russie, j'exagère, mais on s'entend que c'est plusieurs milliards de personnes qui peuvent le dire et on s'entend que c'est pas tout le monde qui a la vérité absolue. Mais qu'est-ce que la vérité d'ailleurs, les opinions, c'est ça. Puis tu vois, là, on se retrouve face à justement la confrontation entre les êtres humains et ce qui
qu'ils pensent, ce à quoi on n'était pas vraiment exposé avant l'Internet. Et je pense que c'est pour ça que c'est rendu encore. Ça fait des résultats comme CED. Là. C'est CED qui est comme un peu. Parce qu'aujourd'hui. Je suis pas capable de la définir exactement. C'est ça. C'est parce qu'avant, on n'avait pas besoin de s'y intéresser parce que on n'est pas confronté à ça sur une base quotidienne par le fait qu'on a de l'information dans nos têtes littéralement 24h24. Mais le plus simple que je peux résumer la liberté d'expression, là, c'est j'ai le droit de dire de quoi, mais si je commence à dire des trucs d'obscénité ou j'encourage quelqu'un à faire des actes criminels. En tout cas, c'est un peu ma façon le discours commun, c'est la liberté d'expression s'arrête là où elle brime celle des autres. C'est le même, en fait, c'est dans le même pattern qu'un peu que la liberté normale, là, comme on l'utilise souvent, le concept de la liberté, ta liberté s'arrête où les autres commencent. C'est un peu la même vision, je pense. Ouais, mais dans cette optique-là, on ne pourrait pas faire de l'humour rabaissant, entre guillemets, comme ça a été fait dans le cas de Mike Ward puis Jérémy Mike Ward. Il avait le droit de le penser, mais de le dire, c'est là, d'après moi, que la Cour suprême risque peut-être de trancher plus. Mais Jérémy Gabriel. Mais c'est là que pour terminer, c'est là que les conventions sociales sont importantes. C'est qu'il faut que tu aies un accord, justement, de dire c'est quoi qu'on a le droit de dire et c'est quoi qu'on n'a pas le droit de dire. C'est sûr. Mais en même temps, je ne serais pas trop d'accord avec ça. Je pense un peu à voix haute parce que c'est qui décide? Ouais. C'est qui dit tu as le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça? Puis t'es qui pour dire ça? Puis sur quel fondement tu te bases? Puis est-ce que ta subjectivité est plus importante que la subjectivité des autres êtres humains? Parce que pour toi, ça peut être extrêmement blessant, mais pour une autre personne de ta catégorie, par exemple, une autre personne handicapée qui aurait dit moi, je trouve ça très, très drôle, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Jérémy Gabriel? Puis le pire, c'est que c'est arrivé. Si vous écoutez peu et vous suivez la chose, il y a du monde qui le disent. Oui. Fait que là, c'est complètement subjectif. Puis c'est là où c'est extrêmement compliqué. C'est que ça te prendrait une convention, mais en même temps, si tu as une convention, c'est qui dit que c'est ça la convention? Ouais, c'est sûr, mais je peux-tu y aller avec Jay, t'as pas mal un peu résumé ce que je voulais dire, mais moi, je pense que la liberté d'expression aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être là, mais en autant que ça demeure dans les cadres d'une société civilisée comme la nôtre. Genre, je te donne un exemple, OK? Tu sais, quand il y a eu la vague de censure, genre, surtout, on va dire la vague de blocage puis de censure sur Twitter et Facebook. Ouais. Comment j'ai vu de personnes, tu sais, à propos de QAnon puis ces affaires-là, puis Donald Trump qui est parti, comment j'ai vu de personnes, tu sais, dire sur Facebook, ouais, mais c'est de la censure, puis on blâme la liberté d'expression. Mais est-ce que c'est réellement de la censure de bloquer un président qui a lui-même volontairement encouragé des émeutes dans un Capitole? Est-ce que c'est de la censure? Est-ce qu'on peut crier à la censure de bloquer un gars comme Alexis Cossette-Trudel qui pitch et mensonges depuis 1 an puis qui se fait hyper d'argent avec ça puis qui encourage limite le monde à faire des actes de violence? Est-ce qu'on peut réellement... Tu sais, ça, est-ce qu'on peut réellement appeler ça la liberté d'expression? La réponse, c'est non. Mais quelqu'un comme Mike Ward qui fait une blague sur le petit Jérémy ou, exemple, des gens dans les universités, parce que c'est pas mal le point central de où ce que je veux qu'on en vienne au débat, parce que c'est ça qui est parti la semaine passée. Les débats dans les universités, c'est de la liberté d'expression, oui, mais en même temps, ça dépend de comment tu fais les débats et comment tu vois la liberté d'expression ailleurs. Comme, pour moi, c'est ça. Fait que je pense que oui, il y a une liberté d'expression, mais à un moment donné, il faut que tu utilises la censure quand ça devient trop dangereux. Et pour moi, quand tu utilises la censure, c'est parce que ta liberté d'expression est allée trop loin et que tu es rendu à un point que ce n'est plus dans un cadre de la société qui est soit dans un contexte académique, dans un contexte de blague ou dans tout autre contexte qui est acceptable dans une société comme la nôtre en 2021. Moi, c'est ça là, justement, là où nos opinions divergent, c'est que moi, je dirais, c'est qui trace la limite, puis elle est où la limite? Parce que dans l'optique où tu censures des personnes... les réseaux sociaux... Comment on fait pour juger que tel acte est vraiment pire que tel acte en tant que tel? À quel point? Tu sais, Jay, je pense que le Mando, géant du web, tu regardes Twitter et Facebook qui ont bloqué des trucs, eux, ils se sont rendus compte que c'était trop. Mais tu sais, ça l'a été... c'est ça, c'est eux parce qu'ils ont le pouvoir. Mais l'affaire, c'est que quand tu as le pouvoir, tu peux le faire pour n'importe qui d'autre. Là. C'est ça le principe. L'application Parler... qui était Apple et Google les ont. Mais qui était ma foi. Oui, mais au départ, qui était ma foi partout.
Ça n'a pas été long que quand ils se sont rendus compte que c'était parlé, quand bien du monde se sont rendus compte, ils ont tout perdu. Même leur avocat, genre ceux-là qu'ils avaient pris pour si, mettons, il se passait quelque chose, ils les ont lâchés. Donc, tu sais, eux, ils se sont dit, bah, pour nous autres, c'est une liberté d'expression qui est allée trop loin, donc nous quittons. Donc, Les serveurs, tu vois, c'est eux, le ils ont principe. ils ont élaboré, là, eux se sont dit, OK, nous autres, on trouve que la limite, elle va là. Et je suis amplement d'accord avec eux que pour moi, ça, c'était une limite qu'ils ont atteint. Mais Ouais, c'est l'application ça. parler, Pour moi, les c'était correct. serveurs de l'application parler sont établis en Russie parce Exactement. que Amazon n'a pas voulu leur donner un service. D'un côté, c'est de la censure pour l'application. Fait qu'on parle-tu vraiment de. Tu sais, mais aux États-Unis, je sais que là, tu parlais de Donald Trump, mais la liberté d'expression, c'est pas. Le savoir, là, c'est le gouvernement n'a pas le droit de te l'interdire. Mais par contre, une entreprise privée ou quelque chose du genre, il peut le faire. Ça, parce que là, ils ont des standards communautaires. C'est ça, C'est comme, Ouais, c'est comme ça. si nous, exemple, en ce moment, on dirait des trucs qui sont pas vrais, ben probablement On ferait bannir. que YouTube, il finirait par supprimer notre vidéo. Tu sais. Puis, Ouais, Ben, c'est ça, puis ce qui est clairement. encore plus fou, puis je veux dire de quoi, la liberté d'expression comme ça rapporte beaucoup parce que j'écoutais l'enquête l'autre fois sur les anti-vaccins. Puis il y a beaucoup de propagande anti-vaccin qui circule sur Facebook présentement. Et cette liberté d'expression-là d'anti-vaccin rapporte des millions à Facebook et à Twitter en profit. Donc, c'est pour ça que c'est long avant qu'ils agissent, parce que ça leur fait de l'argent, parce qu'ils font des revenus publicitaires avec ça. Donc, c'est un peu malsain. Mais en même temps, ces compagnies-là marchent à l'argent. Donc, pour moi, la liberté d'expression sert aussi à faire de l'argent. Puis la manière que moi je vois ça, c'est que le consensus est arrangé que Twitter et Facebook le font quand ils se rendent compte que le monde dit ouais, ben ça serait peut-être le temps, mes chums, que vous preniez vos clics, vos claques, puis que vous agissiez. mais Et Oli, quand dans tu- cette optique-là, ça fonctionne dans les deux sens. J'aimerais te le rappeler, c'est que Ouais, c'est sûr. tout est. Dans le fond, mon point, c'est justement, c'est qui trace la limite, OK? Toi, tu me dis, c'est la personne qui a le pouvoir. Moi, je vais te dire oui, c'est ça, c'est la personne qui a le pouvoir. Sauf que le Ouais. pouvoir, il est où? Le pouvoir, c'est l'argent. Exactement. Et le fait étant que le gouvernement ne peut pas le faire, parce que c'est la démocratie, c'est la loi, donc c'est un pouvoir qui est autre que l'argent. Mais actuellement, ce qu'on voit avec les méga puissances, les genres de supra-méga entreprises comme Google, Amazon, Facebook et tout le kit, ben, eux autres, c'est qu'ils ont plus d'argent puis plus de pouvoir que les gouvernements au sein même de leurs propres États. Et dans ce cas-là, je trouve ça extrêmement dangereux, étant donné que ben, eux autres, ils peuvent décider où va la limite. Et la limite, ils la tracent en fonction de l'argent qu'ils vont faire. Puis ça fonctionne dans les deux sens. C'est comme ça, comme tu le dis, on va le limiter, on va le censurer parce que ça peut être néfaste à notre réputation, donc à nos profits. Et ça, on ne va pas le censurer parce que justement, ça peut nous rapporter un profit. Mais il y a des manières plus utiles, Jérémy. Là. Les algorithmes des réseaux sociaux, exemple TikTok, Facebook, qu'est-ce que tu vois sur ton profil aussi? YouTube aussi. Les publicités, recommandations, oui, c'est ça. Il y a des avait... personnes spécifiques selon leurs propres intérêts. Puis, moi, ils vont me mettre des vidéos d'indépendance du Québec, tu sais. Ouais, ça, mais là, je commence à être écœuré d'en voir. Là. Il y avait un documentaire sur. Il y a un documentaire Netflix que j'ai pas encore écouté qui parle de ça. Tu sais, Jay, tu disais que c'était une affaire qui montre. Dans le fond, il montrait aux créateurs de leurs réseaux sociaux où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui. Puis que c'est. Cambridge Analytica, c'est ça? The Social Dilemma. Puis genre, c'est rendu c'est fou de voir comment que les réseaux sociaux sont rendus une purge, genre. Puis cette semaine, je disais un tweet cette semaine. C'est toi, celle qui a partagé ça cette semaine, d'Arnaud Soli, qui disait son truc, qui disait là, que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est rendu n'importe quoi. C'était mieux dans le temps où est-ce qu'on s'estinait à savoir si la robe de la madame était bleue ou gris. Non, mais c'est vrai, les réseaux sociaux sont vraiment rendus en ce moment. Mais il a raison. Mais il a raison. Oui, il a raison. Tu dis quoi? Tu te fais bâcher par 15... C'est des avis contraires. C'est comme les articles de TVA Nouvelles. Si vous voulez une purgatoire de liberté d'expression puis de pétage de couche sociale, allez là. Je veux dire, les mondes, ça se tapoche. Là. Puis même à ça, pour faire un lien avec TVA Nouvelles qui parle beaucoup de la COVID, je pense que même la COVID, malheureusement, a une censure de la liberté d'expression. Moi, je le pense, les gars, je sais pas pour ça, mais tu sais, quand j'entends du monde traiter les autres de complotistes parce qu'ils se posent la question si le couvre-feu est constitutionnel, c'est parce que depuis quand, genre, que tu as posé des questions sur quelque chose, ça fait de toi un complotiste, je veux dire. Tu sais, je veux dire, T'as raison, ouais. Je veux dire, au cégep, il y a un cours de philosophie.
Le cours de philosophie, il sert à quoi? Il sert à te remettre en question. Fait que tant qu'à faire, je veux dire, un prof de philo qui va demander à ses étudiants, ouais, ben, posez-vous peut-être des questions sur la gestion de la COVID par le gouvernement de François Legault. Est-ce que tout le monde, parce que je veux en venir avec ça dans les écoles, parce que c'est pas mal là qu'on est sur le sujet centralisateur, est-ce que C'est bon. on va dire aux profs, ouais, mais monsieur, vous êtes complotiste. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Tu as le droit de te poser des questions sans être complotiste. Je veux dire, on le voit là, les avis écrits de la santé publique, là, que François Legault supposément dit qu'il écoutait la santé publique. Excuse-moi, Cédric, je sais que t'es pour la CAQ. Là. Non, excuse-moi, Cédric, je sais que t'es pour la CAQ. J'ai vu les articles. J'ai vu les articles. Tu sais, je veux dire, pendant des mois, on s'est fait traiter de complotiste, puis moi, ça fait des mois que je m'astine avec du monde pour dire que, genre, tu as le droit de te questionner. Genre, posez-vous des questions sur les décisions que la CAQ profite de cette pandémie-là pour se faire du capital politique. Puis aujourd'hui, crime, je m'excuse de dire ça, je ne veux pas me vanter, mais j'avais raison. Ça fait des mois que je le dis. Puis pendant des mois, je me faisais quasiment traiter de complotiste parce que je ne pensais pas pareil que tout le monde. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que tu es obligé de penser comme tout le monde dans une pandémie? Oui, je comprends qu'il faut sauver le système de santé, etc. Mais c'est pas parce qu'il faut faire une job que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui se prend comme décision. Oli, ton point, c'est carrément, en fait, ça revient au principe même de la démocratie, c'est que notre société, c'est une démocratie. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine, on n'est pas en Corée du Nord. Puis pour justement que cette société-là fonctionne, il faut qu'on parte du principe que tous les avis ont peut-être une bonne raison d'exister, tu comprends? Parce qu'à partir du moment où on dit non, ça ne fonctionne pas, c'est l'ennemi, c'est le mal absolu, bien à partir de ce moment-là, tu ne te retrouves pas dans une démocratie, tu te retrouves dans une autocratie. Ça, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Et il y a eu une tendance avec François Legault envers ça. Ouais. La loi 61, on ne va pas rentrer dans les airs. Mais savez-vous, les gars, qu'en Hongrie, je ne sais pas si PJ, ça a eu passé en Hongrie, le président il a voté une loi genre de dérive autoritaire solide que genre, il se donne plein de pouvoir puis que si tu parles contre les mesures, tu es du bord du virus. C'est l'ennemi, t'es du bord du virus. Je vous le jure, les gars, que c'est vrai. Genre, vous devriez faire des recherches là-dessus. Sérieux, c'est mais pour les pays autoritaires, là, la COVID-19, c'est un très bon prétexte pour restreindre les libertés. Ben, la Chine. Ben, c'est justement les Ouïghours. Puis... Les Ouïghours, tu penses c'était quoi? Mais... En parlant des Ouïghours, ils ont passé une motion... aujourd'hui même, oui. Ouais. Ça, on va en parler. À Ottawa. On en parler dans le prochain épisode des Ouïghours. On a un petit épisode qui s'en vient. Foreshadowing. Pour ceux-là qui écoutent encore jusqu'ici. Mais, tu sais, les gars, pour moi, c'est comme ça, justement, avant d'aller dans l'université, parce que c'est pas mal le point central du sujet, mais là, on voulait commencer par la base. Je veux savoir un peu, justement, tu sais, quand vous regardez un peu la manière dont la Chine publie ses informations, puis je veux dire, tu sais, celle dont tu as vu un peu, tu avais partagé au fois le président d'Alibaba qui disparaît. Quand vous voyez, mettons, ouais, il y a des millionnaires. Même si on veut en parler, même si on va en parler dans le prochain épisode de ça, je ne vais pas dévoiler. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont commencer à catcher de ce qu'on va parler au prochain épisode, mais pas tant que ça non plus. Je veux savoir. Les gars, quand vous voyez la Chine qui cache des informations sur des trucs comme les Ouïghours, la COVID, est-ce que vous pensez que ça, c'est une entrave à une liberté d'expression qui pourrait peut-être circuler partout dans le monde puis qui aurait peut-être pu éviter d'avoir certains problèmes, surtout avec la COVID? Pensez-vous que la Chine a un peu fait de l'entrave à cette liberté d'expression-là ou cette liberté de savoir l'information? C'est très, 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 très simple, Oli. En fait, je vais te redire la même chose. Je sais que c'est simple, mais je vais juste poser la question. La personne qui contrôle la liberté d'expression, c'est celle-là qui a le pouvoir. Puis la raison qui a le pouvoir en ici, c'est que la Chine sont extrêmement puissants et ils sont le noyau économique de la Terre. Quasiment à côté aux États-Unis. Oui. Et à partir du moment où tu parles contre la Chine, écoute, tu peux avoir des répressions très, très, très sévères. Le président d'Alibaba. C'est pour ça qu'eux, ils peuvent décider de comment est-ce qu'ils fonctionnent, puis de la liberté d'expression, puis des informations qui circulent sur leur territoire et même à l'étranger. C'était comme ça que l'URSS fonctionnait aussi. Peut-être que tu es une super puissance, tu peux t'en permettre de brimer. Même Hitler, puis l'Italie. Ouais, l'Italie, je dirais peut-être que c'était Monticelli, c'était comme ça. Mais Monticelli, c'est parce que c'était du fascisme avec Hitler, mais puis Monticelli, je pense. Je me souviens plus, je sais que c'est lui.
C'est Je suis Benito sûr. Benuccelli, je pense. Je sais que c'est quelque chose Mussolini. de même, son nom. Mussolini. Mussolini. C'est ça, j'avais fait des recherches là-dessus pour la foule l'année passée, puis ça. Mais tu sais, c'est parce que c'est un peu comme un nom italien, c'est compliqué des fois. Là. Mais pour revenir à ce que j'ai, tu sais, genre, mettons, quelqu'un comme Adolf Hitler ou, mettons, l'URSS, tu sais, c'est drôle, les gars, mais je pensais à ça l'autre fois, puis je me disais, je veux pas trop qu'on rentre là-dessus, mais tu sais, je me disais des fois, j'ai un peu l'impression que présentement au Québec, la façon de penser sur la COVID, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu des bases staliniennes. Je vais juste expliquer, là, c'est aucunement une affaire de dire qu'on est dans une dictature, ok? Vous allez peut-être comprendre mon point de liberté On jase pour d'expression. jaser. Ouais, Ok. on jase. On Mon jase point, pour c'est jaser. que, tu sais, en URSS, il vous disait quoi? Il disait au monde, ben écoutez, faut que vous pensiez, genre, mettons, si on vous dit qu'une banane, c'est une pomme, il faut que vous pensiez qu'une banane, c'est une pomme, OK? Regarde, vous comprenez ce que je veux dire en partant? OK? Vous Mhm. comprenez ce que... Ben, mettons que toi, tu dis non, c'est pas une pomme, c'est une banane. Ben, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ben, t'es un traître à la nation, mon homme, fait qu'on va te mettre en prison, etc. Ben, en ce On va moment, t'envoyer des goulags. j'ai un peu l'impression qu'il se passe ça avec la COVID, mais je vais expliquer mon point. C'est que Il y a un monopole du discours. présentement, si tu dis, si tu demandes à la CAQ, mettons, tu demandes à un député de la CAQ, hey, toi, es-tu d'accord avec tout ce qui se passe? Puis qu'il te répond, ben oui. Puis tu lui demandes, t'es-tu pas d'accord avec de quoi? Puis il te répond, genre non. OK, c'est correct. Mais mettons quelqu'un, parce que je vais essayer de faire un point parce que je me suis un peu mélangé dans ce que je voulais dire. Regarde, je recommence, OK? Mettons que la CAQ dit à télé, je prends l'exemple de la CAQ dit à télé, ben écoutez, on met telle mesure. Puis là, il y a une personne qui demande, un journaliste qui demande, êtes-vous sûr que votre mesure fonctionne? On va avoir tendance à dire à cette personne-là, vous ne pensez pas comme nous, donc vous êtes On va te discréditer. un complotiste. C'est pour moi ça, c'est la Ben, base, c'est la base CAQ d'un stalinisme parce que dans le temps de Staline, puis je dis pas qu'on est dans une dictature, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est dans le temps de Staline, il y avait un discours qu'on rapportait. Puis c'était, faut que tu penses comme nous autres. Ben, j'ai l'impression que la COVID, c'est un peu pareil. Tu sais, si tu penses pas comme les autres, tu es un complotiste. Mais est-ce que ça fait toi un complotiste de remettre en question des trucs? La réponse, Vas-y, c'est Seth. non. Ça dépend. Il y a une polarisation dans la société quelque part. Là. Il n'y a pas juste la CAQ qui. Tu sais, toutes les partis politiques, d'après moi, sont d'accord. Oui, mais c'est parce que, tu sais, je mets la CAQ en exemple, c'est parce que... Seth, il n'a pas fini son point, Ali. Ouais, excuse, Ouais. mais je Ben, c'est exemple, la CAQ, là, sont pris dans une situation politique qui est assez inconfortable parce que tu dis qu'ils font qui essaient de ramasser le plus de capital politique, là, mais en ce moment, d'après moi, c'est plus essayer de ne pas trop se péter à la tête. Exemple, avec l'éducation puis tout. Oh, mais je veux pas qu'on rentre non plus trop là-dedans, mais... Non, je fais juste en parler parce que tu as parlé un petit peu Ouais, vas-y. de Legault. J'ai tout retiré une flèche aussi, Oli. Là. Ouais, c'est beau, vas-y. Non, mais je faisais juste dire de quoi. Parce que je veux pas qu'on embarque dans le bataille. Je veux pas juste qu'on Round embarque one, dans le fight! bataille. La CAQ a ses défauts, ok, Oli. J'ai Ouais, aussi. mais c'est ça que je trouve le fun, par exemple, que tu reconnaisses la CAQ, que ses défauts, parce que des fois, je lis des trucs, là, du monde. QS a ses défauts, le Parti Ouais, libéral ouais, a si, des Ah, je le gros- PQ reconnais- aussi, on dit ses Je défauts. reconnais là. qu'ils ont tous leurs défauts, mais tu sais, je comprends que tu défends ton parti, mais c'est vraiment pas de critique. Je sais que, bon, Trudeau est peut-être pas meilleur non plus, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je trouve que, comme tu disais, il y a une polarisation du discours, puis c'est ça qui me dérange un peu là-dedans, genre qu'on peut pas penser comme on veut là-dedans, puis c'est un petit peu con quand tu... Mais tu sais, d'un côté de la pandémie, le monde, il recherche un soutien, là, puis... Par exemple, Trudeau, ça va faire bientôt 6 ans qu'il est là. Legault, c'est Il est normal. parti après. pour longtemps. Là. Ben, c'est normal que les gens soient d'accord avec le gouvernement à cause de la pandémie, mais tant que tout ça, ça va être terminé, là, on faut se dire l'année prochaine, on a une élection provinciale. Puis, Ouais. ce printemps, on a peut-être une élection fédérale. Puis parlant de... Fait qu'ils mettent des On va affaires pour les francophones. Là. Parlant, On les va gars, de... sûrement en parler, la liberté d'expression aussi, là, parce que Mais là, les c'est gars, partout. justement, je vais amener le point là, de François Legault parce que c'est de là que part le truc. Bon, pour mettre en contexte un peu de pourquoi vous avez fait l'épisode sur la liberté d'expression, c'est que Mathieu Brock-Côté, personnellement, je n'admire pas, que je ne lis pas presque ou tout parce qu'il m'énerve. Puis les gars, vous autres, gardez, je sais que toi tu le lis, on s'ostinera tantôt là-dessus, mais moi il m'énerve, ok? Moi, je l'adore. Moi, aussi. il m'énerve. Mais t'as peu, je vais continuer. Il m'énerve. Il a fait un article, bon, sur la supposée gauche woke dans les universités qui est trop extrémiste puis qui est un petit peu trop. Comment on dit ça? Qui est un petit peu trop. Je sais comme ma mère dit soupe au lait, puis qui est beaucoup. Qui prend tout au pied à la lettre. Donc, Qui est offensé de tout. non, c'est tout, effectivement. Excuse, j'ai cherché le mot, puis j'en sais des malades. OK, je vais prendre les autres expressions. Bon, bref, c'est ça. Puis,
François Legault a fait un post pour réagir là-dessus, puis il a dit qu'il allait demander à Danielle McCann, à la ministre de l'Éducation supérieure, Mme Danielle McCann, de régler ça, que là, l'université, ça devenait tout extrémiste. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que François Legault, de ce que j'ai compris dans son post, c'est le monde sont à la veille de se pitcher des chaises par la tête puis de se faire la guerre dans les universités, ce qui n'est pas le cas. Et là, les gars, je veux qu'on démêle ça. Jay, t'es à l'université, je vais commencer par toi parce que toi, je suis dans la pire en plus, je suis à t'es dans l'UQAM. le beat. Ouais. Toi, t'es dans le beat. Toi, t'es dans le beat. Moi, je vais le vivre l'an prochain parce que je vais à l'université à l'automne. Toi, c'est peut-être dans une couple d'années si tu y vas. Ouais. Ben, Jay, je veux savoir un peu, c'est quoi ta réalité par rapport à ce qui se passe dans les universités, les supposés débats ou autres là, de Mathieu Bock-Côté? J'aimerais savoir, premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de ce que Mathieu Bock-Côté a dit là-dessus et de ce que François Legault a dit également dans l'univers que tu es plongé, genre, et faire des liens un peu avec dans l'univers que tu es réellement plongé, surtout que tu es à l'UQAM, l'université qui est considérée comme étant vraiment... Ouais, c'est ça. Parce que, je veux dire, à la distance, on peut vraiment juger, on peut émettre des opinions, parce que justement, on est bombardé d'informations par le média des médias. Sauf que quand on vit la réalité de façon concrète, à partir de ce moment-là, la perception qu'on a est, selon moi, vraiment plus juste que ce que les médias rapportent. Donc, c'est pour ça que je me donne un peu de crédibilité, là. Moi, je suis à l'UQAM actuellement et je suis justement des personnes qui n'adhèrent pas à la mentalité très, très, très dominante actuelle, qui est justement la mentalité woke, qui est, somme toute, très, très, très ancrée profondément dans les systèmes de l'université. Si vous réfutiez ça jusqu'à maintenant, bien, je je vous vais pas dément. le réfuter, mais je trouve que C'est bel et bien présent. j'ai l'impression qu'il y a de l'exagération. Oui, bien sûr, tu peux avoir la perception qu'il y a de l'exagération parce que les médias en tant que tels en parlent beaucoup, mais sache que ce qu'il y a dans les universités, c'est un climat de tension. C'est un climat de tension dans le sens où les personnes qui sont les plus radicales, donc pas la majorité, mais les personnes les plus radicales, ont beaucoup d'influence et ont le monopole du discours. Et d'ailleurs, ayant le monopole du discours, vont discréditer tous les avis qui sont contradictoires avec leur façon de penser. Par exemple, si tu vas faire comme, je sais pas, comme notre chère autrice qui a fait à Harry Potter, là. J.K. Rowling. Ouais, J.K. Rowling qui dit que les femmes ont des menstruations, bien, tu peux te faire... en fait, tu peux perdre ta job. Tu peux littéralement perdre ta job en tant qu'enseignant. Et d'ailleurs, moi, j'étudie pour devenir enseignant. Donc, je ne suis pas en finance, je ne suis pas en n'importe quel programme, là. Moi, je suis en enseignement, donc c'est des sujets auxquels on est confronté. On est confronté à des sujets, puis on se fait dire, ça, vous devez le dire. Vous devez dire ça à vos élèves, mais ça, vous ne devez pas le dire à vos élèves. Et tu comprends à quel point c'est paradoxal parce que des universités qui sont des lieux où on est censé transmettre le savoir, sous toutes ces nuances, nous disent, vous n'avez pas le droit de transmettre le savoir sous toutes ces nuances. Vous devez transmettre uniquement ce savoir-là, car ceci est la vérité absolue. Et, des chercheurs de vérité, il y en a tout le temps. Je veux dire, il y en a à gauche et à droite, là, dans le sens qu'il y en a partout. Puis tout le monde mais là, après ça, on parle justement de la liberté académique. Tu as la liberté d'expression et la liberté académique qui sont un petit peu... J'avoue, mais... Ils sont OK, juste pour dire ce que je veux dire, en fait, c'est que de la liberté académique, c'est un peu ce qu'on a vécu, en fait, avec... je me souviens plus trop ce que je disais, parce que, bon... On vient de couper pour de quoi. En fait, ce que j'ai dit, c'est parler de la liberté académique, puis c'est un peu ce qui s'est passé à Ottawa. Quand on regarde ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, la lettre saignante qui a dit le N-word, puis on en a fait un tabac médiatique, mais on n'en peut finir. Je veux dire, c'était rendu, je m'excuse, mais cette affaire-là, ça avait aucun bon sens. C'était rendu, moi, j'ai trouvé que c'était rendu ridicule, puis que c'était rendu beaucoup trop exagéré. Jay, je sais pas ce que t'en as pensé, puis Seth, je sais pas ce que moi, encore une fois, je pense que... Seth, es-tu encore là? Petit problème de micro, là. OK, c'est bon. OK, j'avais une petite question pour Jay. Ouais, mais t'as peu, j'avais un point, c'est parce qu'on parlait du N-word à l'Université d'Ottawa. Puis vous en avez pensé quoi? Genre, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu de l'exagération? Mais dans le fond, je vais t'expliquer le truc parce qu'il était parti là. Ce que je disais, c'est qu'on parle. Non, j'étais là. C'est mon micro fonctionnait. Ouais, de la liberté académique, ça. Ce que je voulais vous demander, si vous avez trouvé quoi, vous autres, par rapport à ça? Vous avez-tu trouvé que c'était exagéré? Genre, avouez que c'était trop. Le point, en fait, c'est encore la même chose, OK? C'est les personnes qui ont le pouvoir au niveau de la démocratie, c'est les médias, en fait, qui contrôlent l'information qui circule pas. Et en ce moment, la tendance sociétale, c'est envers... en fait, ceux-là qui ont le discours le plus puissant, c'est la gauche. Puis,
le fait étant qu'on peut faire beaucoup, beaucoup d'argent si on va sur un scandale dans les médias. Donc, on va pas juste prendre l'information, on va sucer l'information, puis on va la recracher pour la ressucer par la suite. Tu comprends? Fait qu'on va vraiment la revirer sur tous les sens, puis en parler sur toutes les plateformes, puis en mettre à tout le monde en parle, puis amener tous les activistes du monde pour en parler, pour avoir le plus de visibilité possible parce que ça fait beaucoup d'argent. Tu comprends? Exactement. Puis c'est pour ça justement que, tu sais, ce qui se passe en ce moment, c'est que la gauche est en symbiose avec l'économie. C'est qu'on s'adapte au marché, à l'offre et la demande, c'est toujours ça, l'économie. Et l'offre en tant que telle va se baser en fonction de la demande, et la demande est pour des sujets scandaleux de ce type-là, tu comprends? Ouais, mais... J'ai deux questions pour toi, Jay. Ouais. Est-ce que tu trouves que la liberté académique depuis genre... Ben, tu sais, je vais faire une question répondre plus aussi, générale. ça D'ici les 10 dernières années. Exemple, on se base de 2010 à aujourd'hui. Dans le fond, dans la dernière décennie. Ouais, exact. Tu trouves-tu que la liberté académique a été réduite? Ça l'a extrêmement réduit. Ça s'est diminué considérablement depuis. Même, je te dirais, je pourrais te donner une date, là, 2015 à peu près. Entre 2015 et 2016, il y a eu une métamorphose un peu. Là, ça s'est vraiment accentué de plus en plus. Puis actuellement, c'est à son paroxysme. Vous écoutez le parlementaire. Deuxième partie. Toi, Ced, j'aimerais t'entendre là-dessus. Là, comment tu perçois la liberté d'expression puis la liberté académique ainsi que la censure dans les écoles? Si cela tu perçois. Ben là, en ce moment, je ne le perçois pas parce que je suis pas... Je suis pas à l'école du tout, là. Fait que, c'est ça, il n'est pas... Je peux pas trop le savoir, mais je vois des articles quand même, puis mon frère est à l'université. L'université de Chicoutimi, je te dirais que l'université régionale, c'est beaucoup moins pire qu'exemple à Montréal ou à Québec. C'est vraiment plus Montréal, dans les plus grosses universités que c'est plus problématique. Mais Montréal, t'es dans... Mais surtout que, tu sais, pour continuer ce qu'on disait, puis on peut déblatérer là encore, c'est que Montréal, t'es dans le bain du multiculturalisme, puis dans tous les trucs qui font en sorte que tu sais, ils veulent qu'on accepte tout le monde. Puis, tu sais, Jay, je vais revenir un peu sur ce que... Puis ça m'avait vraiment marqué, parce que j'ai lu l'article du Devoir qu'ils ont fait sur l'université de Sherbrooke. À Sherbrooke, ils ont pris 3 personnes qui étaient à l'université, puis il y a un gars là-dedans qui avait comme 36 ans, puis lui, il revenait à l'université, puis il était vraiment bouche bée de voir à quel point que ça avait changé, que maintenant, tu peux plus faire de trucs sexistes, racistes, etc., bon, sans te faire traiter de ça. Puis, il y en avait un autre qui disait, ben ici, tu es contre la loi 21, on traite de xénophobe et de ci, de ça. Puis moi, personnellement, j'ai déjà étudié que j'ai un peu de misère, puis que, tu sais, je suis contre ça, je pense pas pareil que toi, mais je pense un peu pareil que toi, mais je t'explique ce qu'il y a le point. Tu es contre la loi 21, Ali? Non, je ne suis pas contre la loi 21. Je veux dire, la loi 21, moi, j'en prends puis j'en laisse en dedans, mais au niveau des minorités, la loi 21, elle les discrimine. Ça, c'est mon opinion, puis je veux pas qu'on ne rentrera pas dans le débat pour moi. Définissez les minorités. La loi 21, ça rabaisse les minorités, ça, je le dis, puis ça, c'est mon opinion. Je veux dire, faites-en ce que vous voulez de mon opinion, rendu là, je m'en fous. Okay? Ça rabaisse mon droit de porter une croix. Ce que je veux dire, c'est que puis tu sais, Jay, il en parlait l'autre fois dans un épisode, là, quoi, je pense que c'est sur Donald Trump, l'épisode qu'on a fait de Trump-Biden. On disait que, il y en a un qui disait que l'Université de Sherbrooke, ils ont reçu une plainte, accrochez-vous bien, parce que l'association étudiante était composée de 100% de personnes blanches. Okay? Mais écoutez bien, c'est pas fini. L'université a répondu que, en fait, l'association étudiante a répondu à l'université qu'il n'y avait aucune minorité visible ou personne genrée, genre de n'importe quel, je sais pas, de n'importe quel genre, qui s'était proposé pour faire partie de l'association étudiante. Ça, je m'excuse, mais je suis du bord à Jay, c'est stupide. C'est stupide d'être offensé par ça puis de dire que c'est du racisme quand tu n'as même pas été capable d'aller chercher la source de pourquoi c'est comme ça. Oli, en fait, on va divaguer un petit peu, mais je pense que ça peut être très pertinent. Le problème que je vois actuellement, c'est que on a un gros retour en arrière, en fait, au général, là, dans la société, on retourne à une perspective très, très, très racialiste de tout. Puis là où, justement, comme on parlait avec Seb tout à l'heure,
en 2010, dans ces années que nous avons vécues dans notre jeunesse si tendre, C'est une c'était bataille vraiment des moins... hommes, Tu sais, se faire traiter de sale blanc, moi, ça m'était jamais arrivé. J'avais jamais vu ça en tant que tel, tu vois. Puis de voir tout le monde à travers leur race, de dire les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, les Hispanophones, plutôt les Hispaniques. Mais tu sais, on s'entend qu'à ce niveau-là, c'est une régression parce que le but, ce n'est pas de voir tout le monde à travers de leur race. Et d'ailleurs, faut dire, la race, ça n'explique pas tout. Parce que si tu penses juste à travers un prisme racialiste, tu omets absolument tout à propos d'une personne. Même à ça, race. Tu omets sa culture, tu omets son éducation, tu omets sa classe sociale, son passé, tu omets son allégeance politique, n'importe quoi, tout ce qui forge une personne en tant que telle, ça, c'est plus là. L'important, c'est ta couleur de peau. Sauf que là, on va faire des débats au nom de la race, sauf qu'actuellement, dans une société mélangée comme la nôtre, il y a beaucoup plus de nuances. Oui, il y a des tendances, mais tu sais, la personne, par exemple, qui se fait traiter de sale blanc privilégié de mongol, tu sais, mais qui est à Alma, au centre-ville, dans son petit appart, qui paye genre 280 par mois, puis qui a de la misère à finir ses mois, le gars, quand il entend ça, ben, il est scandalisé. Il se dit, ben là, qu'est-ce que c'est qu'il invente là, ce monde-là? Tu vois, il y a des nuances. C'est pas parce que tu as cette couleur de peau-là que c'est noir sur blanc. Mais... Genre, je voulais pas faire le jeu de mots, mais... Non. Jay, comprenez? Mais Jay, on pourra jamais vraiment... atteindre l'égalité entre tous les hommes sur la planète, effectivement. C'est pas juste ça, mais tu parlais des Blancs tantôt, mais je veux pas qu'on en parle de ça vraiment parce que, en fait, on peut en mettre un peu dans le monde. On peut en parler un peu parce que tant qu'à faire, je trouve que ça fait un peu une bonne transition, puis ça joue un peu dans le gros, dans le jeu. Tu sais, quand tu regardes un peu, c'est parce qu'aujourd'hui, je veux dire, j'avais une conversation dans un groupe justement là-dessus, puis le problème, c'est que présentement, genre, le racisme systémique qu'il y a actuellement fait en sorte qu'il y a du monde qui voit du racisme partout. Mais vraiment partout. Donc, si, exemple, je veux dire, j'ai un exemple. Mais ça, c'est la logique du racisme systémique, Oli. Exemple, c'est ça la logique. Mais exemple, quelqu'un qui fait une joke de noir. OK, exemple, quelqu'un qui fait une joke sur les noirs. Ça, c'est du racisme systémique. Mais mais c'est une blague, tu sais. Non, c'est du racisme systématique. Mais moi, non, c'est pas système de racisme. Je veux dire, moi, je sais qu'il y a des excellentes blagues de noirs, OK? Mais est-ce que ça fait moins raciste parce que je trouve ça drôle? T'sais, autant qu'il y a des blagues de gars shapés, taouins qui ont juste des gros muscles, puis ils sont comme. Tant que t'as des blagues de blondes, t'as des blagues d'asiatiques. J'ai des amis gays, OK? Moi, j'ai des amis gays, OK? Eux autres, même, ils se font les jokes entre eux, tu sais. Puis des fois, j'ai une niaise, puis ils me niaisent. Ça fait-tu moi un homophobe parce que je niaise mes amis gays? Tu sais, on agace ce qu'on aime. C'est qu'aujourd'hui, le monde est trop sensible à tout, puis on veut trop rentrer dans un contexte où est-ce qu'il faudrait juste genre que les Blancs, faudrait juste que les personnes de couleur avec la peau blanche soient les gens qui devraient se fermer la gueule, je m'excuse. Ouais. Puis qui devraient genre laisser les autres leur dire, ben écoute, mon chum, toi, t'es un blanc, ça fait des années, ça fait genre trop de temps que vous dominez tout le monde, puis que, bon, vous écœurez tout le monde. Tu es un descendant de la civilisation occidentale. Un descendant de l'Europe, puis genre, tu sais, je veux dire, je comprends, regarde, je le comprends ce qu'on a fait. Ce qui est vraiment pas vrai avec le contexte québécois, d'ailleurs. Mais je le comprends ce qu'on a fait, tu sais, ça me revient un peu à penser, je comprends ce qu'on a fait subir aux Autochtones, puis moi, je suis sensible par rapport à ça, mais, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, je pense, de prendre le blâme puis de faire comme si que fallait être mal d'être blanc. Tu sais, moi, je suis né avec la peau blanche, j'aurais pu naître avec la peau noire, puis personnellement, regarde, oui, il y aurait eu du racisme, puis j'aurais trouvé ça dur, puis si j'étais dans la peau d'une personne noire, je trouverais ça tough. Puis moi, je veux aider ces personnes-là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de voir du racisme là où il n'y en a pas. Ben, en fait, Seth puis moi, on s'en parlait l'autre jour, puis on se disait... je sais pas si c'était avec ça que je parlais de ça d'ailleurs. Mais, moi de base, fondamentalement, je me considérais comme quelqu'un de gauche. Okay? Il n'y a pas si longtemps que ça, je me considérais vraiment comme quelqu'un de gauche en tant que tel.
Sauf que je me reconnais vraiment plus dans la gauche actuelle, ce qui fait de moi un centriste actuellement. Parce que traditionnellement, la gauche, ce que c'est, là, OK? C'est la gauche des travailleurs. C'est la gauche pour les syndicats, l'égalité hommes-femmes. C'est la gauche pour des meilleurs salaires, pour les conventions collectives, des fonds de pension, tu vois. Mais ça, c'est ce que Québec solidaire fait. Non, pas du tout. Québec solidaire sont de plus en plus radicalisés. Eux autres sont opposés à la droite économique, tu comprends? T'as peu. Je viens de conclure, Québec solidaire n'est pas radicalisé. Ce que le monde pense, il y a des radicaux. Non, il y a des radicaux dans Québec solidaire, puis il n'y a pas tout le monde qui sont d'accord. Tu sais, l'affaire du N-word là, à Ottawa. Effectivement. L'affaire du N-word à Ottawa, là, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois se sont portés en défense de la professeure. Puis, il y avait un. Puis ils se sont fait bâcher dans leur propre parti. Il y avait du parti. monde du parti qui n'était pas d'accord. Ces gens-là, c'est des extrémistes. Mais tout le monde dans les médias, les ont interprétés que il y en a 3-4 qui ont chialé. Gardons le Québec solidaire qui sont des extrémistes. C'est ça le problème. C'est ça l'affaire. Seth, as-tu quelque chose à rajouter? Ça, je voulais juste défendre le point parce que je n'étais vraiment pas d'accord là-dessus. OK, c'est bon. Dans ce cas-là, moi, j'ai un point à ajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'hypersensibilité qui fait en sorte qu'on est offusqué de tout. Encore 5 minutes, Jay. C'est bon. Il y a un article que je disais justement dans lequel il y avait un anthropologue du nom de Samuel Vézière qui, lui, en fait, étudie les phénomènes sociaux humains depuis un certain temps et a constaté, à vrai dire, des tendances générales avec la génération actuelle des milléniaux ainsi que la génération Z. Puis en gros, c'est quelque chose qui peut sonner très, très, très boomer, mais qui, à vrai dire, est quand même la réalité. Donc, c'est ça que lui, il rapporte dans son étude et il dit que, en fait, ce qui explique l'hypersensibilité, c'est 2 choses. Première chose, c'est le fait que les jeunes naissent avec un ordinateur dans les mains, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas expérimenté toutes les expériences sociales qui les auraient forgés en tant qu'être humain. Parce que vous savez, vivre en tant qu'être humain, c'est d'avoir des échecs, c'est d'avoir des réussites, c'est d'avoir des pleurs, c'est d'avoir du bonheur, vous savez, c'est d'avoir des relations, de trouver sa place dans des groupes, c'est de s'émanciper, c'est d'avoir de la dépression, vous savez, c'est toutes ces choses-là. Est-ce que tu es en train de dire que... c'est que le truc, c'est qu'on le vit devant un écran au lieu. Puis devant un écran, c'est pas le phénomène naturel du développement du cerveau, ce qui fait en sorte que ton cerveau il est développé d'une façon différente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait que c'est une génération qui succède à la génération X, qui elle-même a succédé aux boomers. Les boomers, eux, ont profité du système comme ça se peut pas. Ils ont profité, ils ont été extrêmement riches, ils avaient un pouvoir d'achat considérable. Les X ont surfé un peu sur cette vague-là. Et dans cette optique-là, ont également enseigné à leurs jeunes un peu ce que s'était fait enseigner. Vous savez, les boomers, eux, avaient l'émancipation économique et leurs jeunes ont pu en profiter, ou du moins, les X ont pu en profiter également, même développer leur propre émancipation économique, puis d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir d'achat. Et c'est comme ça qu'ils ont élevé leurs propres enfants, qui est la génération des milléniaux. Et dans le fond, ça crée une génération d'enfants rois qui n'a pas besoin de travailler pour l'avoir. C'est des études payées, c'est un char payé, c'est du t'en veux, tiens, prends-le, c'est j'ai besoin de ça, je veux ça, oui, prends-le. Mais c'est une tendance générale. Mais c'est ça que lui il dit. C'est pas moi qui le dis. Moi, je relate ses paroles pour expliquer le phénomène. Je suis pas d'accord avec lui. Bien sûr, moi, je pourrais pas être d'accord parce que moi, c'est pas l'éducation que j'ai reçue. Moi, j'ai été élevé à la dure de organise-toi tout seul, tu payes tout par toi-même, puis t'es indépendant, t'es pas comme le Québec, mais t'es indépendant, tu sais. Puis, c'est ça que Samuel Vézière il dit. Fait qu'en gros, quand on arrive à l'université dans des choses qui choquent, dans des choses qui font mal, la réalité crue, ben les gens n'ayant pas été exposés à la réalité qui fait mal, parce que vivre, ça fait mal de base. On ne peut pas vivre puis naître dans des coussins puis dans un monde de licorne. C'est ça, dans un monde de licorne où tout va bien. Vous savez, c'est rough, là. Ici, on est privilégié. On est dans une société riche qui a une démocratie puis qui peut aller à l'épicerie pour s'acheter des choses, puis c'est tout. T'sais, on peut vivre de jeux vidéo puis de YouTube puis sans problème. T'sais. Mais pour terminer un peu, pour qu'on puisse conclure juste dans un truc, genre, de ce que je comprends dans ces points, c'est que lui, ce qu'il affirme, c'est que on n'est pas confronté à des réalités fictives. On s'éloigne du réel.
Puis que, en fait, si, mettons, on dit, comme je disais tantôt, on dit que la banane, c'est une pomme, ben, tu vas le croire. Fait que tu es en train de me dire que les technologies prennent le dessus sur la vision des gens sur le monde et la liberté d'expression. Sur le concret, en fait, sur le terre-à-terre, sur les relations humaines de base qui forgent les individus. Tu sais, quand tu regardes un peu le cinéma des années 60, OK, ou même les politiciens qu'il y avait dans cette époque-là, OK, tu remarques que c'est des personnes qui étaient plus paisibles, qui avaient plus une colonne sur le dos comparé aux personnes actuelles. Puis, ce phénomène-là est explicable par le fait que, tu sais, par exemple, dans le métro, là, quand tu n'as pas de téléphone, là, tu vas parler avec la personne à côté de toi ou tu vas n'importe quoi, OK? Tu sais, dans la rue, les gens ils étaient par centaines dans la rue, puis ils se parlaient, puis tu sais, tu peux pas t'évader dans un autre monde. Tu es obligé de te confronter à la réalité, puis par le fait de rencontrer des êtres humains, de devoir jaser, tout ça, ben, veux pas, tu vas vivre des échecs. Tu vas vivre des douleurs. Ouais. Tu vas vivre plein de choses, du rejet, tu vois. Mais tu vas vivre aussi des sentiments, des expériences, des sentiments d'acceptation. Même de l'adrénaline, limite. L'adrénaline, des choses, tu vois, tu vis plus. Parce que quand tu es devant un écran, tu vis moins. Fait que en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment même, depuis 20 ans, on a deux mondes qui se créent. Tu as le monde virtuel puis le monde concret. Puis ça entre en clash parce que les deux n'ont pas la même réalité. Puis que quand tu arrives dans la réalité du réel, tu essaies de transposer des théories qui sont du monde informatique, puis ça ne fonctionne pas. Présentement, on n'a pas trop le choix d'être dans ce monde-là, hein? Dans le monde virtuel. Effectivement, avec la COVID, c'est encore pire. Donc, Sed, t'avais-tu quoi à ajouter avant qu'on termine? Non, c'est pas mal ça. Alors, ben, c'est ce qui conclut cet épisode numéro 6 du parlementaire. On vous remercie si vous avez été là jusqu'à la fin. Juste pour vous rappeler, là, avant de conclure, de vous abonner, d'aimer cette vidéo-là, de le partager partout et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de nous rejoindre sur le nouveau groupe, le parlementaire, qui est effectif à partir de maintenant. Donc, au moment où vous écoutez cette vidéo, ben, en fait, en ce moment, il n'est pas encore au moment où on record, mais quand vous allez l'écouter, il va être actif. Donc, vous allez pouvoir le rejoindre et parler de liberté d'expression. L'ironie du comble, nous modérons. J'ai activé la modération des articles sur le groupe pour être sûr et certain de faire attention. Mais pour être sûr et certain de faire attention qu'il n'y ait pas de trucs radicaux qui se partagent parce qu'on veut pas quand même non plus commencer à gérer des cas de personnes racistes. La démocratie, les amis, la démocratie. On veut quand même que ça reste un groupe politiquement correct. Mais tout le monde est bienvenu. Donc, si vous votez pour le Parti conservateur du Québec et peut-être Éric Dupuis s'il devient chef, on va vous accepter pareil. Sur ça, je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez, salut! Hey, on se fait ça un call.